Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois à l'atelier de Pax. Aujourd'hui nous allons parler encore une fois de la 4090 mais bien en profondeur. On ne pourra pas faire mieux je pense, voilà. Voilà. On a démonté intégralement donc cette gigabit en OC. Donc une très bonne carte, un gros circuit de refroidissement. On l'a intégralement démonté, donc je vais vous dire aussi un petit peu ce que j'ai pu trouver à l'intérieur, des choses qui font moyennement plaisir, je vous avouerai, pour une carte à 2500 €. Donc on va voir ça pendant la vidéo, bien entendu. On va beaucoup aussi parler de ça, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a une incohérence totale. Alors là, j'essaie de me prendre les bons chemins de réflexion et finalement, ma déduction, ma théorie à moi, vous allez voir qu'elle est... il y a de l'incompréhension totale, vous allez vous en rendre compte. Donc il y a aussi les essais en bench, il va y avoir forcément des essais de consommation. Ça va être sur la 1440p et sur de la 4K parce que faire de la 1080 avec ce type de carte, il faudra m'expliquer pourquoi mettre autant pour avoir un moniteur en 1080p. Donc effectivement, ce n'est pas logique. Donc on va rester que sur ces gammes-là. Donc il y aura 10 jeux qu'on va pouvoir essayer là-dessus. On ne va pas trop perdre de temps. On se retrouve juste après le petit moment sponsor des clés Windows. Donc à tout de suite. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall. Pour ceci, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le moteur de recherche et taper Windows 10 Pro. Une fois sélectionné, je clique dessus. Ensuite, je me retrouve sur cette page et je clique sur Acheter maintenant. Et de là, j'arrive sur cette page où je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX. Ensuite, je clique sur Application. On voit maintenant le prix qui est passé à 14,48 €. Ensuite, je clique sur Soumettre la commande. De là, je choisis mon mode de paiement, donc pour moi ce sera PayPal. Une fois le paiement effectué, je vais arriver sur cette page et comme vous voyez, au bout de quelques secondes, je vais aller automatiquement sur l'User Center où je clique directement sur User Center. Une fois arrivé sur l'User Center, je clique sur Voir la clé de sécurité. Ensuite, je clique sur Obtenez la clé. De là, je vois apparaître ma clé et je n'ai plus qu'à la copier. Ensuite, je me dirige vers les paramètres d'activation de Windows, où je n'ai plus qu'à coller la clé et activer. Et en sachant que ma clé Windows 10 est compatible Windows 11. Voilà, rien de plus simple. Ok les amis, donc on perd pas de temps, comme je le dis, on va commencer tout de suite à démonter la carte, donc on y va, c'est maintenant. Donc ce qu'on peut voir là déjà sur la base, on va déjà enlever donc cette dernière prise qui est ici. Voilà. Ok, et on peut donc voir le tout là. Donc vous voyez, là on n'est pas sur le même type de pâte que j'ai eu sur Intel, elle est très fraîche. Voilà, les pads en eux-mêmes, qu'est-ce que ça nous dit? Écoutez, en tout cas, ils sont très minces. Et ça, c'est quelque chose qui est très sympa. Elles sont toutes très minces. J'ai pas les dimensions encore, je vais pouvoir les prendre. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis en train de voir là du 1 mm, voire du 1,5 peut-être ici, grand maximum. Mais malgré que je pense que ça reste quand même du 1. Donc on s'aperçoit qu'ils ont énormément bien rapproché le système de refroidissement, cette fois-ci du PCB. C'est ce que déjà je reprochais à l'époque, c'est d'avoir des pads de 2-3 mm. On peut s'apercevoir ici que vraiment en termes d'épaisseur des pads, que ce soit pour les VRM ici par exemple, ici sur les phases d'alimentation, les MOSFET, tout est bien plat. C'est vraiment quelque chose qui est très fin. Voilà, donc on va parler du moyen de refroidissement après. C'est relativement assez propre de la part de Gigabit en tout cas. Ce pad là par contre, on s'aperçoit qu'il a été un petit peu jeté, hein. Voilà, il ne recouvre pas 100%, vous voyez ici, il a été jeté sur le côté et donc du coup on s'aperçoit qu'il y a une partie des VRM ici qui n'est pas recouvert. Donc ça c'est pas très bien forcément. On va essayer d'ailleurs de le remettre en place. Et un peu plus long
de surcroît. Voilà. Ok. Donc on voit apparaître maintenant bien les VRAM. Donc on sait aujourd'hui que ce sont des puces de 2 Go chacune. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Donc on est sur ces bases-là. C'est relativement propre. Hein. Bon, après, j'ai envie de vous dire, vu le prix, c'est le minimum. Juste une petite déception sur ce pad-là. Comme vous voyez, qui ne recouvrait pas, par exemple, sur la dernière mémoire qu'on voit ici, par exemple, a été recouvert vraiment aux alentours de 70%, 75%, il restait 25% qui n'était pas couvert, un peu moins aussi derrière d'ailleurs. Mais sinon, hormis ça, je vous dis, la pâte est vraiment de meilleure facture. Regardez, hein, elle est fraîche. Voilà, en sachant que souvenez-vous que ce que j'ai eu il y a 2 semaines avec Intel, j'avais une pâte complètement sèche, alors que celle-ci, elle est complètement fraîche encore. Voilà, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et on va maintenant démonter cette partie-là. Ok. Ok, donc maintenant on voit un peu la partie arrière. Pareil, très propre. Pour le moment, rien du tout à dire. On a une construction beaucoup plus précise et aussi des MOSFET. On s'aperçoit, c'est des MOSFET qu'on a l'habitude de revoir, donc c'est des R15. Mais regardez un petit peu par rapport à ce qu'on avait chez Intel auparavant. On est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus propre, visuellement du moins. En tout cas, sur la pose des pads, on est pareil sur des pads très fins. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc là, c'est très fin, c'est plutôt très bien. Ok, donc là maintenant on voit que c'est propre. Par contre, donc on s'aperçoit pareil, vous voyez, on voit bien le marquage. Donc on voit bien le marquage des éléments à refroidir. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit qu'aussi celle-ci, elle a été tout simplement jetée comme une banane, hein, une peau de banane, parce que c'est pas droit du tout. Voilà, on le voit par rapport à l'axe du marquage, on n'était pas droit du tout. Donc ça, c'est toujours pareil, hein, on en a déjà parlé pour Intel, c'est une phase qui est manuelle, humaine. C'est des cartes qui viennent de sortir à très fort prix, comme vous le savez. Là, je suis sur une carte à plus de 2500 € et on s'aperçoit que le travail humain derrière n'est complètement pas dingue. Regardez, je vous montre encore, je ne sais pas si vous voyez bien les marquages, mais en tout cas, on s'aperçoit que vous voyez, ce carré-là n'est pas du tout centré parce qu'on voit donc les 4 points de refroidissement qu'on voit ici d'ailleurs. Et il y en a un qui est quasiment à 1 mm de la sortie du pad. Le pad, on voit qu'il n'est pas du tout coupé. Regardez, il est coupé manuellement, clairement. Hein. On le voit bien, quoi. Ça, c'est ce qui est quand même fou. Donc, on sait déjà que ce pad, pour avoir quelque chose de bien, il faudrait le remonter d'au moins 5 mm. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Hop. Qui puisse prendre effectivement tous les moyens, tous les éléments chauffants dans son axe, clairement. Hein. Voilà, son axe, sa partie centrale sera là. Donc on va être là-dessus. Celui-ci, il est plutôt pas mal. Voilà, donc là, c'est plutôt de la finition humaine qui est pas complètement dingue. Hein. Par exemple, je vous donne un petit exemple sur les 3 séries 3000 de chez Asus. Généralement, c'était là où je trouvais que c'était le mieux posé. Donc les usines de fabrication, les unités de fabrication doivent soit prendre un petit peu plus de temps, mais en tout cas, ils sont un peu plus méticuleux là-dessus. Donc là, un bout de pad qu'on voit est déchiré d'ici.
Donc maintenant, on va aussi voir qu'une partie qui nous intéresse énormément, ça va être forcément le gros moyen de refroidissement qu'on voit à l'heure actuelle. Donc je vais vous montrer par rapport à un moyen de refroidissement d'une 3090. Donc là, on a 350 watts à chauffer et ici, théoriquement, on peut aller, suivant le BIOS, donc celui-là, il a un BIOS qui peut aller jusqu'à 600 watts. Donc 600 watts, donc on a quasiment le double. Donc on s'aperçoit qu'effectivement, en termes de refroidissement, c'est pareil, on a quasiment forcément le double. Donc le système de refroidissement est sacrément épais, les amis. Maintenant, on sait vraiment pourquoi, forcément, vu qu'il y a beaucoup à dissiper en termes de chauffe. Je trouve que c'est plutôt assez propre. On s'aperçoit ici qu'il y a quand même donc une chambre, donc ça c'est plutôt bien. Ça va faire vraiment le taf, ça fonctionne très très bien. De toute façon, on s'en aperçoit lors des températures. J'ai fait des essais, on montait jusqu'à 575 watts et la carte ne chauffait pas à 575 watts. Donc là, il n'y a pas du tout de sujet là-dessus. C'est relativement propre. C'est simple. En termes de poids, là, on est sur quelque chose de complètement dingue. C'est-à-dire que clairement, le poids, comme vous pouvez le voir, il n'est pas là. C'est pas la carte en elle-même. C'est pas la carte qui va vous faire jouer, travailler avec, ça va être uniquement son moyen de refroidissement. Donc voilà, on est sur un moyen de refroidissement qui est complètement dingue en termes d'espace. Donc vous avez vu, sur cette carte, j'ai eu un petit problème de padding, de pads qui ont été mis en place et après analyse, je vous remontre, c'est un peu pire que ça finalement. Je vous montre ici par exemple sur la backplate, vous allez voir ça maintenant. Donc vous pouvez le voir à l'heure actuelle, il s'avère qu'il y a des endroits où le pad ne recouvrait pas encore une fois à 100% les éléments qui étaient à refroidir. Donc soit c'est trop en extérieur ou soit carrément il y a des morceaux qui ne sont même pas recouverts. Donc voilà, comme vous voyez, effectivement il y a un gros problème et le plus gros problème qui m'a choqué moi personnellement, forcément, ça va être au niveau de la VRAM. Donc vous voyez, j'avais deux VRAM qui n'étaient pas recouvertes à 100%. Donc bien entendu, c'est une phase qui reste encore une fois manuelle. Voilà, de base. Donc c'est une phase manuelle, donc c'est humain, voilà, c'est-à-dire que tout le reste, c'est très mécanisé, mais automatisé, sauf que cette phase de padding reste encore une fois une phase humaine. Mais je m'attarde encore dessus parce que tout simplement, voilà, là vous achetez une carte à 200 balles, vous pouvez comprendre, et même, je vais vous dire mieux. Voilà. Si demain vous achetez un pack de clavier souris comme on a pu voir récemment pour 20 €, il y a quelques défauts, on peut se comprendre, oui, il y en a pour 20 €. Donc effectivement, il y a peut-être quelques défauts là-dessus. Par contre, pour une carte à 2500 €, que ce soit du travail manuel ou pas, il faut qu'il soit quand même corrigé ou au moins vérifié avant son expédition. Et là, clairement, ce n'est pas le cas. Pas normal, c'est encore une fois, c'est une malfaçon à partir du moment où l'élément à refroidir n'est pas intégralement recouvert, ça veut dire que c'est mal fait. Donc c'est une malfaçon, encore une fois, je vous ai déjà mis la définition du mot Larousse, c'est un fois du mot malfaçon. Donc là, on est encore une fois dedans, je trouve ça complètement dingue, surtout que maintenant, on est sur une carte à 2500 €, on est sur le fleuron de ce que c'est faire aujourd'hui Nvidia. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, vous achetez des cartes à 2500 € et vous n'êtes pas censé les ouvrir pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et que vous voyez comment est disposé les pads ont été clairement jetés. Vous l'avez vu, c'est paf, 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 ils sont de travers, ça ne rime strictement à rien. Les points positifs de ces pads, c'est que cette fois-ci, donc on a, comme je l'ai dit en vidéo tout à l'heure, on a des pads qui font même des fois 1 mm, même je me demande si des fois il ne faut pas 0,5 mm. J'en ai beaucoup parlé dans d'autres vidéos, j'avais demandé aux fabricants de se rapprocher au maximum des moyens chauffants et là c'est fait. En tout cas sur ce modèle-là, sur ce fabricant-là, sur Gigabit-là, clairement on ne pourrait pas faire mieux. Les épaisseurs de pads sont complètement hallucinantes, elles sont méga fines. Donc on est sur du 1 mm, je pense qu'il y en a même une à 0,5, je ne vais pas contrôler celle-ci, mais on est sur en moyenne du 1 mm, c'est complètement fou. Il y a eu un gros boulot là-dessus. Ils ont vraiment rapproché l'élément chauffant de l'élément refroidissant. La pâte thermique, on n'est pas sur de l'Intel, voilà. On s'en rend compte. Donc là, je l'ai encore ici. Elle est super fraîche. Donc voilà, en sachant qu'elle a plus tourné encore que l'Intel, cette carte, et qu'elles ont été achetées exactement le même jour et je les ai reçues exactement le même jour. Donc elles ont strictement le même âge. Donc voilà, en termes de manufacture, de soudure ou quoi que ce soit, le PCB, tout est nickel. Franchement, tout ce qui est mécanisé, tout ce qui est automatisé, c'est impeccable. La pâte thermique est impeccable. L'épaisseur de pâte qui a été choisie est très bonne. Encore une fois, là où ça déconne, c'est l'intervention humaine. Alors j'ai eu déjà les commentaires sur la dernière vidéo
de chez Intel en me disant oui mais attends c'est du travail humain, il faut savoir pardonner, donc j'attends que toi aussi tu fasses une erreur. Bien entendu qu'on fait tous des erreurs, mais ce que je veux dire c'est que là quand on achète une carte à ce niveau-là, il peut avoir une erreur mais derrière il est censé avoir un contrôle pour rectifier l'erreur. Et là, ce qu'on a, c'est qu'on n'a pas de contrôle. On referme ça. Donc moi, je me retrouve avec une carte avec des VRM qui ne sont pas intégralement recouverts de leur élément refroidissant, donc de leur pad plutôt, excusez-moi, qui va contre l'élément refroidissant. Et du coup, non, c'est inadmissible. On ne va pas perdre de temps parce que je vais vous parler du moyen de refroidissement. Mais avant, donc on va passer sur les benches parce qu'on va bien essayer de comprendre quelque chose ensemble avant de parler de ça. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose qu'il va falloir bien comprendre. Donc on commence tout de suite les benches en 1440p et en 4K. Donc c'est maintenant. Alors comme je vous ai dit, je ne fais pas de 1080p parce que pour moi c'est dénué de sens de faire ça. Donc on va commencer et cette fois-ci en pourcentage. J'ai vu que pour la vidéo du 13900, vous avez beaucoup aimé les pourcentages plus que ce qu'on peut voir sur les petites colonnes. Et effectivement, je trouve que c'est beaucoup plus parlant aussi. Donc sachez qu'on est plusieurs. Donc maintenant on va parler donc des pourcentages. En 1440p, la 3090 plus 72%. C'est des très bons chiffres, hein, forcément. 3090 plus 62%, la 6950 XT plus 48%. Et pour la 4K, la 4090 à plus 41% par rapport à la 3090, 30 par rapport à la 3090 Ti et 32 par rapport à la 6950 XT. Donc comme vous le voyez, et vous allez voir que tout au long des benches, on a des très bons scores par rapport aux anciennes générations et à la concurrence, mais ce n'est pas du fois 200 ou 400% comme ils pouvaient le dire eux à l'époque. Je n'ai jamais réussi à les avoir, on n'a jamais fait plus que 75% je crois. Donc on va s'en apercevoir, mais c'est pour vous dire. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant ce type de test aussi. Donc sur Valhalla, écoutez, c'est un petit peu pareil, hein, donc une dominante toujours, je vous laisse un petit peu voir. Donc en 1440p pour la 4090 à plus 68% par rapport à la 3090, plus 40 à la 3090 Ti, plus 33% de la 90 Ti XT. Pareil pour la 4K, plus 39% par rapport à la 3090, plus 31 et plus 30 par rapport à la 6950 XT. Je ne vais pas tout vous détailler vocalement, je vais vous afficher un petit peu tout ça. Voilà, donc là on est sur Cyberpunk 2077, donc encore une fois on a une dominante partout. Voilà, c'est clairement un monstre, hein. Mais regardez bien, c'est pas non plus ce qu'ils ont annoncé eux, on est bien d'accord. Et sur Far Cry et sur un autre jeu, on va y venir après, regardez bien, et en 1440p, j'ai même moins 7% par rapport à la 4090. Elle est 7% moins performante qu'une 3090 Ti, excusez-moi, Ti, et plus 1% qu'une 3090. Mais comment est-ce possible? Tout simplement parce qu'il est en train de mettre en bottleneck mon processeur, voire même le jeu. Donc vous voyez, sachant que j'étais sur un 12900K, ok? God of War, pareil, des résultats monstrueux, voilà, c'est plutôt très bien, je vous laisse un petit peu voir. Je ne vais pas vous assommer, vous pourrez mettre pause. Hitman, voilà, on retourne encore une fois sur le même problème en 1440p. Je suis bottleneck avec un 12900K et il s'avère que du coup la 3090, je suis inférieur à 6% par rapport à ses performances. The Witcher, pareil, elle éclate bien tout le monde, vous le voyez bien. Donc voilà, je crois que c'est là le plus maximum de performance par rapport à 3090 tout court, 81% en 4K, vous pouvez le voir. 83 même par rapport à 6950 XT, mais comme vous voyez on n'est pas à 100%, 200% ou 400% comme ça a déjà pu être annoncé par Nvidia. Ensuite on est sur Rise of Tomb Raider, donc Rise of Tomb Raider, vous pouvez le voir, ça fonctionne encore une fois très bien, voilà, je vous laisse mettre pause si vous en avez besoin. Donc Shadow of Tomb Raider, pareil, ça fonctionne très bien, c'est un monstre de guerre, franchement bravo. Ensuite, Overwatch, pareil, une foudre de guerre, ça dégomme tout simplement tout ce qui est en face. Donc voilà, à part quelques cas en gros qu'on a eu en 1440p, ça dégomme tout en gros. Ensuite, on va faire quand même un average en jeu, c'est-à-dire une moyenne générale des jeux. Et sachez que je n'étais pas très content de le faire, mais vous m'avez quand même demandé de le faire sur la dernière vidéo parce que je suis toujours un peu contre parce que entre un jeu et un autre jeu, ça peut tellement varier que se fier sur ce type de valeur et ce type de moyenne, je suis un peu contre. Mais elles sont là. Donc par rapport aux 10 jeux que j'ai essayé, vous pouvez avoir une moyenne, et cette fois-ci je vais quand même vous les dire. Donc la 4090 est supérieure à 54%
que la 3090 en 4K. La 4090 est supérieure de 30% à la 3090 Ti aussi en 4K bien entendu et est plus 52% par rapport à la 1950 XT. Voilà, donc là clairement on s'aperçoit qu'elle est bien dominante. Mais nous allons parler un petit peu de consommation. Donc en consommation, vous voyez la petite barre verte, cette fois-ci, elle ne va pas du tout à Nvidia, elle va à la 3090 et regardez comment la 4090 s'en sort plutôt bien. Avec ses 384 watts, c'est impressionnant, vous vous rendez pas compte là? C'est impressionnant, on s'en rend bien compte, mais vous allez comprendre pourquoi elle dégage aussi peu. Et vous allez comprendre que pour moi, c'est tout sauf naturel. Vous allez comprendre une fois qu'on va se retrouver donc en mode atelier, je vais vous expliquer pourquoi on arrive à ces scores aussi bas. Ok, donc on a vu un petit peu maintenant toutes les performances et de là je voudrais revenir à quelque chose tout simplement, c'est qu'on s'aperçoit qu'en termes de consommation, sur une moyenne de jeu généralement, elle est aux alentours de 350 watts. Voilà, 380 watts même pour moi exactement. Mais à ce moment-là, il y a quelque chose qu'il va falloir m'expliquer. Ah ouais, ça, comment ça se fait qu'on a un bloc comme ça pour refroidir, donc moins de 400 watts, il faut m'expliquer. La 3090, juste par exemple de Asus ROG, c'est quelque chose qui est de base à 450 watts. Il y a des jeux où j'étais à plus de 400 watts, mais quand même j'avais la moyenne sur les autres jeux à une moyenne de 380 watts. Donc voilà, sur 380 watts pour ce type de carte, ok très bien, mais ça c'est carrément surévalué. Ça vous le payez, ça pèse 2 kg. Donc je vais vous donner un exemple, on va prendre ce moyen de refroidissement que vous voyez ici. Voilà. Ce moyen de refroidissement, c'est pour une carte de 350 watts. Donc je vous l'ai montré tout à l'heure, enfin je vous les montre maintenant en tout cas. Regardez. Voilà. Donc pourquoi aujourd'hui on a ce moyen de refroidissement qui est clairement pour refroidir aux alentours de 600 watts si la carte ne consomme pas 600 watts. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ou pas? Dites-moi. Parce que c'est simple, cette carte a un potentiel pour pouvoir faire beaucoup plus. Sauf que elle va se retrouver bloquée par tout simplement un bottleneck des jeux. Et je m'en suis aperçu, vous avez vu sur deux jeux qu'on a pu voir en 1440p, où d'un coup la 3090 lui passe devant. Et en plus, ça va vous faire du bottleneck aussi sur votre processeur. Sur la plupart des processeurs, elle va réussir à le bottleneck en 1440p. C'est incroyable, mais c'est vrai, on le sait déjà aujourd'hui. Donc là, ce qui se passe clairement, c'est qu'on a un gros problème. C'est même plus un problème de watts, c'est un problème de voltage. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à lui mettre une tension à plus de 1. Donc si par exemple on devait lui accorder une tension supérieure, bien entendu elle dépenserait plus, bien entendu elle sera encore plus performante, mais bien entendu elle va encore plus bottleneck vos éléments. Donc que ce soit les jeux ou que ce soit votre processeur. Donc voilà, c'est ce que j'ai commencé par ça en début de vidéo. Il y a quelque chose qui n'est pas rationnel dans cette carte. C'est un monstre, je précise bien parce que par rapport aux commentaires, je précise bien, oui, c'est un monstre, d'accord? Mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Ce qui ne colle pas, c'est qu'elle est réglée par son BIOS pour recevoir donc un certain voltage qui fait qu'aujourd'hui, elle est naturellement bridée par le constructeur. Et c'est pour ça qu'à l'origine, vous avez ce type de système de refroidissement qui est capable de refroidir 600 watts. Donc, elle est capable de dégager beaucoup plus que ça. Je vous montre maintenant aussi quelque chose. Donc, vous pouvez voir ici qu'effectivement, j'arrive à avoir plus de 550 watts. Mais pourquoi? Parce que c'est un bench. Je suis en mode bench, c'est-à-dire que la carte, une fois qu'on la bench, c'est-à-dire qu'elle va aller à pleine balle tout le temps. Donc, du coup, elle va développer tous ces watts-là. Mais ces watts-là, on ne les retrouve pas en jeu. Okay, donc en jeu, vous vous rendez bien compte aujourd'hui, mais en tout cas sur la moyenne des jeux que j'ai aujourd'hui, je suis plutôt à 380 watts. Quelques jeux me font dépasser les 400 et quelques watts, mais ce sont que quelques jeux, sinon la moyenne c'est bien 384 watts. Et pour 384 watts, sachez que c'est ce type de refroidissement qu'on met sur une carte. Voilà, c'est ça. Okay, et on a ça. D'accord? Donc il y a quelque chose qui ne colle pas sur cette carte clairement. C'est qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est volontairement bridé parce qu'elle consommerait beaucoup trop? Est-ce que c'est volontairement bridé parce que du coup elle mettrait en bottleneck tous les CPU qui sont en face, donc du coup elle serait trop en avance par rapport aux CPU qu'on a sur le marché actuellement? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, il n'y a qu'eux-mêmes qui ont la réponse. J'insiste bien, encore une fois, cette carte n'est pas faite
pour le gaming. Voilà, c'est clair, soyons clairs. Tous ceux qui se l'achètent pour faire le gaming, c'est ceux qui ont les moyens et qui veulent se faire plaisir, mais ce n'est pas fait pour ça. J'ai discuté avec Nvidia lorsque j'étais à la Paris Games Week, j'étais avec Jig, et au bout d'un moment, le gars il nous dit « Ouais, mais cette carte, c'est une carte professionnelle, elle n'est pas faite pour le gaming ». Donc Jig d'ailleurs, il prend son téléphone, il lui montre « Regardez ce qui est écrit sur votre site, meilleure carte gaming au monde ». Donc, le mec de chez Nvidia nous dit que ce n'est pas une carte pour le gaming, c'est une carte professionnelle, mais sur leur site, ils vous disent que c'est une carte, la meilleure carte gaming au monde. Voilà. Donc en gros, ils veulent vous vendre de la carte pour le gaming qui n'est tout simplement qu'une carte pro, voilà, de base. Et ça, je vous l'ai déjà dit depuis le premier jour, ce n'est pas une carte pour le jeu, elle va hyper bien fonctionner pour le jeu, elle est surpuissante pour le jeu d'ailleurs aussi. Maintenant, on se rend compte que non. Donc vous voyez, des incohérences, il y en a. Et ça, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi structurer la carte et la vendre de cette manière-là. Soit on vend une carte pro, c'est une carte pro, soit c'est une carte gaming, mais on assume totalement que c'est une carte gaming. Et à ce moment-là, pourquoi ils ont introduit un BIOS qui réfrène autant ou qui est autant en avance, mais du coup, pourquoi avoir mis ce moyen de refroidissement là-dessus en sachant que c'est quelque chose qui est capable de vous dissiper 600 watts en jeu et jamais vous allez atteindre 600 watts en jeu. Donc, soit le BIOS n'est pas adapté ou le BIOS a été modifié au dernier moment. Donc, du coup, on ne peut pas excéder sur des tensions supérieures au 1 volt. Si par exemple on devait monter à 1 volt 3, il est fortement possible que là, on aille directement en jeu aux alentours de 500 watts directement. Sauf que là, par contre, vous allez complètement bottleneck votre CPU. Est-ce que j'arrive à me faire comprendre? Je l'espère. En tout cas, sachez que cette carte est trop puissante pour les CPU actuellement. Et donc, du coup, elle a été réglée pour qu'elle puisse correspondre au maximum sur les CPU. Et on se rend compte que une 3090 Ti sur certains jeux fera mieux, tout simplement, que ce type de carte en 1440p. Un problème, vous vous rendez compte, vous achetez ce type de carte là et il s'avère que vous allez avoir moins d'images par seconde qu'une 3090 Ti. Il y a un problème, non? De base, juste dans la base, juste sur le papier déjà ça colle pas. Donc voilà ma théorie, j'insiste bien, ma théorie, c'est la théorie de l'atelier, j'insiste bien, ce système de refroidissement, et puis regardez un petit peu tout ce qui se fait en bench, en jeu, et vous allez voir que les gens tournent à 350 watts, 380 watts, 400 watts dans le pire des cas en jeu, et on vous fournit ça, boum! Et ça, vous le payez. Donc, il y a quelque chose, pour résumer, pour la conclusion, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Comme je vous dis, il y a plusieurs indications, il y a plusieurs lignes de réflexion pour comprendre pourquoi. C'est soit elle bottleneck trop les CPU, donc trop en avance par rapport aux CPU, soit même les jeux, parce que du coup, moi j'ai même un doute sur certains jeux, ou soit ils ont voulu qu'elle consomme moins parce qu'ils avaient peur un petit peu qu'on aille les attendre sur leur consommation. C'est-à-dire que clairement, le système de refroidissement que j'ai là-dessus, clairement, parce que je le vois, c'est 350 watts, clairement, est censé refroidir ma 3090 Ti. Voilà, c'est censé fonctionner. C'est-à-dire que ce système de refroidissement est censé fonctionner pour pouvoir le faire refroidir. Et donc, du coup, on va revenir aux températures. Ouais, mais ma carte chauffe pas. Oui, mais ma carte chauffe pas. Oui, mais ma carte chauffe pas, c'est extraordinaire. Mais heureusement que la carte, elle chauffe pas. Boum! C'est impossible qu'elle chauffe. Une carte de 350 watts, 380 watts, comment voulez-vous que ça chauffe avec ce monstre? Bien entendu, ça sera la carte la plus froide du marché et pendant longtemps, je vous le garantis, c'est impossible que ce truc-là fasse chauffer une carte à 350, 380 watts. Donc en termes de température, oui, c'est clair que là, ils n'ont pas du tout de sujet à avoir. Effectivement, cette carte ne chauffera jamais. Pour la conclusion, qu'est-ce que je pense? Déjà, on va parler un petit peu de gigabit. Parce que c'est une carte gigabit. Si j'avais une autre carte, j'aurais pu démonter une carte. Mais sur la carte gigabit, la manufacture, tout est propre. Il n'y a rien à dire. C'est-à-dire qu'en termes de tout ce qui est automatisation, le circuit imprimé, tout ça, les soudures sont hyper propres. Vraiment. La partie manuelle laisse à désirer. Comme vous avez vu, on a parlé des pads. Je vous remonte un petit peu là. C'est clairement n'importe quoi. C'en est même décevant. Voilà. Pourquoi c'en est décevant? Encore une fois, parce que c'est une carte à 2500 €. Voilà. Donc ça sera pour la partie gigabit. Pour la partie Nvidia d'une manière ou d'une autre,
c'est un monstre en 4K. On vous l'a déjà dit, mais c'est plutôt même une carte qui est faite aujourd'hui pour faire de la 8K. Voilà, clairement, si quelqu'un a un moniteur, si quelqu'un a la chance d'avoir un moniteur 8K, eh ben, il va pouvoir être tranquille. Donc oui, c'est un monstre. Une incompréhension entre le système de refroidissement qui est complètement surévalué par rapport à ce qu'elle dégage en watts. Ensuite, en termes de rapport puissance, pour moi, elle aurait pu dégager plus, vraiment, mais il lui manque tout simplement du jus. Donc il lui manque de la tension, sa tension est trop faible. Cette carte, il va falloir attendre des BIOS modés. Je pense que ça ne va pas trop tarder à arriver non plus. Mais le jour où il va y avoir un BIOS modé, vous allez voir qu'il va y avoir une grosse différence de performance. Souvenez-vous que j'avais fait des petites soudures ici sur les éléments d'une 3090 ici, donc les R005, on les a ici. Donc je peux faire la même chose. Mais malheureusement, ce n'est pas un problème de watts qu'elle a besoin, parce qu'elle sait les délivrer les watts. Quand vous êtes en bench, elle va jusqu'à 580 watts, donc elle sait les faire. Le problème, c'est la tension. Et qu'est-ce qui va déterminer un petit peu sa tension? Ça va être clairement uniquement que le BIOS. Donc il va falloir attendre d'avoir ces BIOS modés pour voir vraiment ce qu'elle a entre les tripes, parce que moi je peux vous garantir que ce que vous voyez à l'heure actuelle en jeu par rapport à ce que j'ai pu déduire de cette carte, on est aux alentours de 60 à 65% de ce que sait faire cette carte. Cette carte, on a beaucoup plus sous le coude, je peux vous le garantir. C'est dingue cette 4090, l'encre qu'elle aura fait couler, hein. Entre ses connectiques, on est d'accord, entre son prix, entre le choix du DLSS que soi-disant on ne peut pas le mettre dans les anciennes générations. Cette carte n'a pas arrêté de faire couler de l'encre, ce qui est normal parce que c'est le produit phare et la vitrine technologique de ce que sait faire Nvidia, clairement, donc on peut comprendre. Mais là, il y a quand même beaucoup de choses autour de cette carte. Moi, je tiens quand même à rassurer tous les possesseurs de cette carte aujourd'hui. Vous avez entre les mains une très très bonne carte. C'est clairement un monstre, c'est clairement la plus grosse carte du marché. Malgré les sorties AMD qui vont arriver, ça sera loin de ce que peut faire cette carte et encore plus loin de ce que sait faire cette carte sur le papier, mais le BIOS ne le permet pas encore à l'heure actuelle. Mais sachez que c'est une carte qui est censée faire beaucoup plus. Donc pour tous les possesseurs de cette carte, vous avez quelque chose, vous avez un bijou technologique. Et espérons que pour tous ceux qui voudront changer leur BIOS, qui s'aperçoivent qu'avec ce qu'ils ont ici, ils vont pouvoir avoir quelque chose qui va durer encore plus dans le temps. Sachez aussi que pour tous les possesseurs de cette carte, si vous avez du 13700K, du 12700K, votre CPU, il est bottleneck de face, direct, sans cachotterie. Voilà, il faut très clairement passer sur du 13900 pardon, ou du 7950X. Voilà, donc si c'est pour avoir moins que ça, votre carte ne va pas vivre à 100% et vous n'aurez pas vos jeux à 100%. Alors c'est marrant parce qu'on revient toujours au jeu, alors que ce n'est pas une carte qui est faite pour le jeu, et j'insiste bien, mais je sais qu'on l'achète pour faire du jeu. Donc pour ceux qui sont encore dans l'attente de pouvoir acheter cette carte, le conseil de l'atelier, et ça ne tient qu'à moi bien entendu, c'est d'attendre ce que vont faire les 4080 et d'attendre aussi les nouvelles sorties de chez AMD, parce qu'effectivement on va pouvoir les essayer aussi ici à l'atelier. Donc de là on va pouvoir vraiment comparer aussi en termes de qualité-prix ce que ça vaut ou pas. Si c'était moi, si je suis consommateur aujourd'hui, voilà, si je dois acheter une carte aujourd'hui par rapport au prix de cette carte-là, je ne l'achèterai pas, je vous le dis. Pourquoi je ne l'achèterai pas? Pas parce que ce n'est pas un monstre ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est trop performant par rapport à mon utilité à moi, en sachant que je fais un peu d'animation 3D, en sachant que je fais du montage vidéo, en sachant que je fais un petit peu de game. Voilà, c'est une carte qui est trop puissante, même pour moi, clairement. C'est une carte qui est dédiée aux professionnels, clairement, pour faire des gros rendus d'animation 3D pendant toute une nuit. C'est là où elle va vivre, c'est là où elle est faite pour ça, clairement. Elle n'est pas faite pour le gaming. Donc moi, à mon avis, si je devais acheter ce type de carte pour ma propre consommation, j'attendrai encore une fois donc les sorties des 4080 et la sortie des nouvelles AMD afin de pouvoir avoir un bon critère de jugement. Et si ces cartes ne devraient pas sortir, je vous garantis qu'avec une 3090 ou une 6950 XT aujourd'hui, le boulot le fait, et avec une 3090 Ti, c'est le bonheur. Donc oui, elle consomme plus, les 3090 Ti consomment plus que ça, c'en est dingue, c'est aberrant quand même, hein, en sachant qu'elles n'ont pas ça comme circuit de refroidissement. C'est là où je vous dis, ils nous la font pas un petit peu à l'envers là.
Donc une carte, une 3090 Ti consomme plus, vous avez vu les stats, la 3090 Ti consomme plus que cette carte et a un système de refroidissement plus mince. On ne prend pas pour des cons. Non, 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 non. On ne le dira pas. J'espère que cette vidéo a été assez complète pour vous. N'hésitez pas à me dire un petit peu vos ressentis en commentaire. Si vous aimez ce type de vidéo, dites-le moi aussi, j'en recommencerai. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça aide toujours la chaîne à avoir un peu plus de référencement auprès de YouTube. En tout cas, je vous remercie pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout et je vous dis maintenant à la vidéo de mercredi. Ciao, ciao!